Bonjour, ici Wilson Henné pour les infos TCBH du mercredi 19 novembre 2025. Aujourd'hui, nous avons pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, 3 belles entrevues qui explorent en profondeur plusieurs sujets importants, autant au niveau local que provincial. Débutons sans tarder avec la première, une discussion posée entre notre journaliste Maxime Gagnon et le nouveau préfet de la MRC des Basques, M. Gabriel Belzile. La discussion a eu lieu à Trois-Pistoles, dans les bureaux de la MRC, mercredi passé le 12 novembre, seulement 3 jours après que M. Belzile soit entré en poste. Nous vous tiendrons à jour au fur et à mesure de son mandat. Voici Maxime et M. Belzile. Bonjour, ici Maxime Gagnon pour la télé communautaire. J'ai avec moi le nouveau préfet de la MRC des Basques, Gabriel Belzile. Bonjour, M. Belzile. Bonjour. Je veux savoir tout d'abord, pour vous connaître un peu, d'où êtes-vous originaire? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la MRC des Basques? Je suis originaire de Saint-Clément. Je suis né au monde sur une ferme laitière à Saint-Clément. J'ai repris l'entreprise de mon père, la ferme laitière. Puis depuis quelques années, j'ai fait de l'implication haute qui avait rapport à la ferme. J'ai été président des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent depuis 10 ans. Puis la ferme, tranquillement, j'ai transféré à des jeunes non apparentés parce que je croyais à la continuité de cette entreprise-là, puis je voulais qu'elle continue. Puis je me suis impliqué plus à l'extérieur après avoir eu de l'aide sur l'entreprise. C'est ce qui m'a mené à être préfet. Donc, vous vous occupez d'une ferme avant de devenir préfet, si je comprends bien. Ma principale occupation était le producteur laitier. Est-ce que vous pensez continuer les activités au niveau laitier ou vous allez léguer ça à quelqu'un? Ça fait plusieurs années que je suis vraiment minimement à la ferme. C'est pas ça fait plusieurs années que c'est plus ma tâche principale. Est-ce que c'est une entreprise familiale? Oui. OK. Qui a été transférée à du non apparenté. Donc, il y a eu 3 générations. J'étais la 3e génération sur la ferme laitière. Là, c'est une première génération de Filion et Briand. Ah oui? Oui. OK. Non apparenté, ça veut dire que c'est pas mes garçons qui ont. Une fille qui a pris l'entreprise. C'est la parenté élargie, mettons. Même pas. C'est pas dans parenté. C'est des jeunes qui avaient le rêve d'avoir une entreprise laitière auquel j'ai transféré mon entreprise. Sinon, pour aller tout de suite dans l'administratif, c'est quoi votre conception du poste de préfet? C'est quoi que vous aspirez à faire dans ce rôle-là pour votre mandat? Dans le fond, c'est de l'administratif, c'est du politique. C'est au niveau, quand j'étais, en étant 10 ans président des producteurs laitiers, ça a été beaucoup de la représentation, de la politique pour les producteurs de lait. Puis ça, au niveau de préfet, ça revient beaucoup. La tenue de réunion, la gouvernance d'une MRC, c'est semblable à ce que je faisais au lait. Fait que ma perception, on a des décisions à prendre avec 10 maires autour de la table, plus un préfet. Puis il faut s'assurer que la MRC des Basques se développe du mieux possible vers le mieux, dans le fond. Il faut un rôle de gestion, de développement structurel, on pourrait dire. Oui, on a quand même une équipe. Quand on parle de gestion, de comptabilité, tout ça, il y a une très bonne équipe à la MRC pour ça. J'ai un directeur général qui, lui, travaille à ce niveau-là. C'est sûr qu'on surveille ce qui se fait au niveau administratif, mais on est plus relié aux décisions politiques vers où qu'on s'en va. Puis quel projet qu'on prend, quel projet qu'on prend pas. Ce niveau-là. Parlant de projet qui est assez politique, on m'a dit que vous étiez positionné pour le prolongement de l'autoroute 20 par rapport à une 132 améliorée. C'est un débat qui a cours dans la région depuis longtemps. Et je veux savoir, ça serait quoi votre influence dans le débat maintenant que vous êtes élu comme préfet et que vous êtes surtout là pour rassembler et coordonner les autres maires? Bon, tu viens de le dire, c'est rassembler. Si la job qu'on a en tant que préfet, si les 10 maires sont contre l'avant, je vais être contre l'avant. Mais si les 10 maires sont majoritairement pour l'avant, je vais travailler pour l'avant.
Personnellement, j'aime mieux travailler pour que contre parce que c'est ma vision à moi. Mais au niveau gouvernance, c'est les 10 maires qui décident principalement l'alignement de la MRC envers ce projet-là. Mais pour le moment, il y a eu une résolution de fait avec les anciens maires qui étaient très majoritairement pour l'avant. Moi, comme c'est là, il va falloir refaire peut-être une décision politique pour la MRC à ce niveau-là avec les nouveaux maires. Mais présentement, c'est pas fait. La première rencontre officielle va être le 19 novembre. OK. Puis pour aller dans un autre sujet qui peut créer une polémique, c'est au niveau de la fusion de Trois-Pistoles avec Notre-Dame-des-Neiges. C'est quoi votre position par rapport à ça? Et si ça arrive, quel sera le rôle du préfet dans cette chose très inhabituelle qui est une fusion de villes? C'est une bonne question, mais pour le moment, c'est la fusion entre deux entités comme Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles, ça se décide par les citoyens, par les villes elles-mêmes. Fait que la décision du préfet, je pense que c'est la journée où ce qu'ils disent on s'en va vers une fusion ensemble, ben c'est des accompagner du mieux possible pour que ça se réalise, c'est ça qu'ils veulent faire, puis d'être en arrière de les suivre puis de les aider vers ce but-là. C'est pas à nous, à la MRC, de décider non, vous voulez vous fusionner, on le fera pas. Là, ça marche pas. Là. C'est vraiment eux autres qui prennent la décision pour ça. Donc, vous allez supporter la décision qui arrive? Peu importe laquelle. OK, excellent. Et sinon, vous êtes présenté aux élections. Aviez-vous une plateforme politique? Aviez-vous des idées politiques que vous vouliez mettre de l'avant? Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur de dire je vais faire dans la campagne électorale. Parce qu'on sait très bien qu'une fois élu, on a 10 personnes en avant de nous autres et on comprend aussi que dans cette campagne électorale-là, on reste avec 2 anciens maires. Donc, on part avec une nouvelle équipe. Je connais pas les idées de chacun des maires. Mais c'est les premiers temps, j'ai commencé lundi, on est mercredi, ça fait juste 2 jours. Nous autres, on veut défendre, moi personnellement, je veux défendre l'urgence à Trois-Pistoles. Si l'avance déclare, il y a de quoi qui avance de ce côté-là, on va le défendre. Il y a le motel... agricole? Le motel agricole, oui, mais le motel... la nouvelle hôtel à Trois-Pistoles, c'est des dossiers que dans nos têtes, c'est prioritaire, mais c'est tout de quoi qu'il va falloir décider ça avec les 10 maires, les 10 nouvelles personnes qu'il y a autour de la table. Personnellement, moi, je suis arrivé depuis 5 mois à Trois-Pistoles, puis j'ai l'impression qu'il y a un vent de prospérité qui souffle sur la région, qu'il y a du renouveau. Est-ce que vous sentez cette vague de prospérité qui envahit la région? Je pense qu'autour de la table des maires, il y a toujours eu une belle collaboration, puis il y a toujours eu une envie de développer les Basques, de faire avancer les Basques. Si vraiment il y a un air nouveau qui vient nous pousser dans le dos, puis qui vient nous emmener plus de projets, plus de volonté d'avancer, tant mieux. Là. On va être capable de prendre ça puis de l'emmener plus loin. La vague. Surfer sur la vague puis de la faire avancer plus vite, la vague. Mm-hmm. Okay. En profiter de la vague. Parlant de ça aussi, au niveau culturel, il y a une certaine effervescence à Trois-Pistoles. Et je me demandais si est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, avec excellent, plaisir. Juste être sûr. Est-ce que tu sens que aussi là, il y a une effervescence et est-ce que tu te positionnes comme un allié qui va essayer de faire aller l'expansion des activités culturelles encore un peu plus loin, toujours un petit peu plus loin? Il y a eu une grosse coupure au niveau du culturel, au niveau des subventions, puis ça, c'est malheureux. Va falloir trouver d'autres moyens pour financer ces choses-là. Puis oui, on est là pour aider à faire avancer ce dossier-là, que ce soit culturel ou même les autres dossiers. Quand le gouvernement met de l'argent quelque part puis qu'il retire l'enveloppe, c'est toujours dramatique parce que le mieux, c'est de s'appuyer sur des ressources du milieu pour avancer. Parce que justement, le gouvernement, quand il fait de quoi puis qu'il décide de retirer l'argent, on se ramasse avec vers où qu'on va.
Mais c'est effectivement des dossiers où il va falloir travailler plus fort dans les prochaines années pour trouver les fonds pour réaliser ces choses-là qui sont importantes dans le milieu. Puis un autre dossier que j'ai l'impression que les gens parlaient beaucoup dernièrement, c'est d'y aller plus fort au niveau de la mobilité des transports, au niveau des transports interrégionaux. Est-ce que c'est encore sur la table l'idée de créer une espèce d'agence régionale de transport entre les villages, entre les villes du bas du fleuve? C'est un dossier qu'il va falloir que je creuse. Il y a de quoi qui se fait interrégional au niveau des Basques. Je ne sais pas où c'est rendu, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un dossier qu'il va falloir que je creuse. Moi, je me demande, j'ai vu Rimouski, je pense Rivière-du-Loup, ça s'en vient, le système de communauto qui est implanté là. Mm-hmm. Moi, je voyais ça à Montréal, puis je trouvais ça merveilleux, mais est-ce que ça peut vraiment s'implanter d'une MRC comme les Basques? Il y a de quoi de ce côté-là, puis on est très ouvert aux idées et à ce qui peut se réaliser. Là. Mais là, on a nommé beaucoup de choses, beaucoup de dossiers à regarder puis à analyser. Mais d'après vous, c'est quoi le plus grand défi de votre mandat? Le premier grand défi, ça va être de conserver l'urgence. Ça, je pense que c'est un gros défi, puis c'est de quoi on n'a pas de données présentement vers où qui veulent s'en aller vraiment. On a beaucoup de rumeurs ici et là, puis on ne sait même pas ce qui est possible. Ça, faut que ça soit vraiment... je pense que si on réussit à garder ça, je pense que tout le monde va être heureux. Il y a le parc Appalaches qui est à regarder aussi. C'est toutes des choses. Ça fait 2 jours que je suis rentré. Là. Oui, j'ai été maire avant, j'ai des brides de bien des choses, mais... Vous étiez maire de Saint-Clément? Oui, j'étais maire de Saint-Clément avant. Ben, c'est ce qui me permet d'avoir certaines brides, parce que quelqu'un qui n'avait pas été là avant, après 2 jours, il ne pourrait pas te dire grand-chose. Je ne peux même pas t'en dire beaucoup tant qu'à moi, comme c'est là, mais on va le voir avec les semaines, les jours qui passent. Parfait. Ben, on va rester au courant de ce que vous faites. Puis finalement, si vous auriez un message adressé à la population des Basques, quel serait-il? Ben, je pense pour le moment, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Surtout à ce niveau-là, c'était un peu inattendu. Puis, on a une belle équipe autour de la table. Les premières rencontres qu'on a faites présentement, je sens qu'il y a vraiment une envie de foncer, puis une envie de défoncer les portes, puis d'aller vers l'avant. Puis, j'ai une très bonne impression sur ce qui s'en vient. Puis, dans le bureau ici, je suis surpris de la volonté des employés. Je pense qu'on va avoir 4 belles années. Parfait. Ben, pour moi, ce sera tout. On a fait quand même le tour de beaucoup de dossiers. On va vous laisser travailler et après ça, on va venir voir ce qui est arrivé. Puis, ben, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre mandat, puis de rester fidèle à vos engagements. Je suis bien content d'avoir fait votre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Max. Yes. La dignité est le minimum que mérite un être humain, en ordre croissant. Il y a la dignité, ensuite le respect, la confiance, l'estime, la valeur, l'honneur, l'admiration, la gratitude, puis la célébration. Mais à la base reste la dignité. Toute personne la possède, peu importe ses actions, ses conditions ou son statut. La dignité ne se gagne pas, elle se respecte. Et c'est exactement la mission de la Coalition pour la dignité des aînés qui regroupe 6 grandes associations représentant plus de 150 000 personnes au Québec. Pour la Coalition, le nouveau budget fédéral de M. Carney est un coup dur. Le nouveau budget inclut absence de bonification des pensions, diminution des logements adaptés et aucun support pour le maintien à domicile. J'ai pu m'entretenir avec la porte-parole de la Coalition, Mme Micheline Germain, à ce propos. On écoute. Bienvenue à la télévision communautaire des Basques. On est content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes la porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés, la CDA. Pourriez-vous commencer en me parlant un peu de votre rôle et aussi qu'est-ce qui vous a amené là? Bien, la coalition, nous sommes 5 associations d'aînés qui défendons sensiblement les mêmes volets. On travaille tous dans le sens de défendre les droits et les intérêts des personnes aînées. Moi, je suis Micheline Germain, je suis la présidente de l'AREC, le mouvement des personnes retraitées CSQ, des associations. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai la porte-parole.
Alors pour nous, là, à l'approche du budget fédéral, on trouvait ça important de faire connaître nos attentes au gouvernement. Alors on avait produit un mémoire mais pré-budget. Et là, bon, on est en élection post-budget parce qu'on est vraiment déçus de la teneur du budget fédéral. C'est comme si les décideurs publics, politiques, ne tenaient pas compte qu'on est en pleine période de vieillissement de la population et n'apparaît pas dans les mesures qui se prennent. Je prends par exemple juste au niveau fédéral la pension de sécurité à la vieillesse puis le supplément de revenu garanti. Aucune amélioration. On sait très bien que les personnes aînées, les personnes retraitées, les personnes aînées, on a des revenus à peu près fixes qui ne bougent pas vraiment, ou très peu, et le coût de la vie, lui, monte très vite. Alors, il y a un appauvrissement graduel des personnes aînées, des personnes qui sont obligées de faire des concessions. À la limite, là, la pire que j'ai entendue, c'est une personne qui m'a dit « Je prends ma médication une journée sur deux parce que je n'ai pas les moyens de me la payer. » Et ça fait mal. Mais ça, c'est pas généralisé, là. Ouais. Mais une personne, c'est déjà trop, exactement. Mais comme vous dites, ça continue d'augmenter. Moi, avant de travailler ici, j'étais barman, tu sais, puis je servais des bières à 9,25 la bière. Et là, ça, un homme relativement âgé, il m'explique que lui, plus jeune, c'était 80 sous la bière. Et donc là, tu vois, le temps d'une vie, tu passes de 1$ pour ton pain, tes céréales, peu importe, jusqu'à une montée en flèche. Et comme vous dites, le revenu, bon, il y en a plus de revenus, là, c'est un salaire fixe souvent pour les aînés. Et le coût de la vie augmente, les loyers augmentent, tout ça augmente, c'est hallucinant. Moi, ma question pour vous, c'était, est-ce que Carney avait fait des promesses à ce niveau-là avant de rentrer? Non. Donc, lui, il est juste arrivé comme ça. On sait qu'au gouvernement fédéral, M. Carney, quand on l'entend, il parle toujours de il va y avoir une entente là, avec tous les États-Unis sont dans des politiques, mais il y a certains ministères il y a un ministère qui est là pour les services aux aînés. Fait qu'on s'attendait que de ce côté-là, comme ils ont dans leur priorité, ils ont placé les services d'aide à domicile, on s'attendait que peut-être de ce côté-là, il y aurait une mesure et non, il n'y a rien de nouveau d'annoncer. Et quand on annonce une mesure, ben c'est fédéral, alors elle s'applique partout dans toutes les provinces de façon égale. Alors qu'on sait bien que les besoins puis la hauteur de richesse des provinces n'est pas la même partout. Alors ça, c'est vraiment décevant de voir qu'une province qui a beaucoup plus de population et une population plus vieillissante aussi n'a pas reçu plus de considération qu'une autre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés parce qu'on avait un petit espoir au moins de ce côté-là, puis on ne l'a pas eu. Nos gens maintenant, ils vivent beaucoup. Avant, les gens disaient ils sont anxieux, les personnes âgées font de l'anxiété. Maintenant, on ne parle plus d'anxiété. Les gens, ils vivent avec de l'inquiétude, de l'insécurité. Parce que même les personnes qui ont un logement, qui est dans leurs moyens, qui peuvent se l'offrir, un logement abordable, qui est correct. Même eux, on parle de perdre leur logement. On parle que le prix augmente et qu'ils ne puissent plus se le payer. Et on assiste à beaucoup de cas on appelle ça de la rénoviction. Là, on met les gens à l'extérieur pour pouvoir rénover et après louer le logement plus cher. Alors ça, c'est inquiétant. Il y a même des gens qui vivent dans des résidences pour aînés, qu'on appelle les RPA, mais il y a des propriétaires de RPA qui laissent tomber une certification là, de RPA, laissent tomber la certification pour plus avoir les engagements. Et là, ils vont pouvoir augmenter les logements, ils diminuent les services. Alors, même les personnes. Alors, il y a une insécurité qui est là. Il y a une insécurité au niveau de la santé. On voit avec ce qui se passe au niveau de la santé. Là, il y a des gens qui vont perdre leur médecin parce qu'il y a des médecins qui s'en vont. Ça fait
quelques personnes qui me disent, moi, mon médecin m'a dit que ça ferait pas, ça s'en va. Donc, il y a des personnes, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas. Déjà, ils n'ont pas un médecin de famille. Donc, ça, du côté, il y a des personnes qui sont en attente de chirurgie depuis longtemps. On leur avait promis. Ça, c'est plus provincial, mais du fédéral, il vient des transferts en santé et les transferts ne sont pas au rendez-vous des besoins non plus. Donc, on se serait attendu qu'il y ait possiblement une prise en charge plus grande par le fédéral et c'est pas le cas non plus. C'est des trucs tellement de base. Un logis, avoir un toit au-dessus de la tête, la santé, si t'as pas de logis et t'as pas de soins, je veux dire, après ça, c'est dur d'apprécier la vie, de faire des activités, d'avoir l'esprit tranquille, de dormir en paix. Et là, donc, il y a une cascade d'éléments négatifs. Puis pour revenir au logement, moi, je connais une dame, Sylvie, elle, son logement, il y a des fissures et il y a de la moisissure dans la salle de bain, mais elle a énormément de difficultés à en parler au proprio, de peur qu'il y ait une montée du loyer, des rénovictions, whatever. Donc, elle tolère des conditions que beaucoup jugeraient inacceptables, simplement pour ne pas faire de vagues, pas troubler le statu quo, parce que là, le loyer, il est décent, il est convenable, mais au-delà de ça, s'il devait avoir une montée drastique, ça serait vraiment dommage. Donc, et ça, j'imagine, elle n'est pas la seule là-dedans. C'est un problème généralisé, là. Et cette femme-là, elle vit, vous me dites, dans un logement décent, puis qui est abordable. Mais il y en a beaucoup qui vivent dans des logements qui ne sont pas, mais qui n'osent pas dénoncer là, les bris, qui n'osent pas se plaindre parce qu'ils ont trop peur de ne pas trouver autre chose dans leur budget. Là. Exact. Ça arrive souvent. Nous, on a beaucoup comme principe que c'est important de maintenir l'autonomie de la personne aînée. Tout à fait. La personne qui est vieillissante, elle ne perd pas son autonomie du jour au lendemain. C'est petit à petit que ses capacités vont baisser. Et si on garde l'autonomie de la personne, cette personne reste autonome plus longtemps, ben elle va pouvoir rester dans son milieu, elle va pouvoir continuer à vivre à connaître son réseau, ses voisins, être en sécurité. Cette personne-là, puis ça passe par un logement. Ça passe aussi par un revenu décent, un revenu qui va permettre à la personne de bien vivre. Alors, pour nous autres, ça, c'est important. Et c'est ce qu'on essaie d'amener nos gouvernements à prendre des décisions dans cet esprit-là. Il y a des choses qui sont faites, il y a des belles politiques qui sont adoptées. Il y a même, avec un certain temps, c'est fini par mettre un plan d'action qui va avec la politique. Mais là, ça prend du temps avant que ça descende et que ça s'applique, avant qu'on en ait on ressente que ça se passe et on ressente que les choses changent aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous inquiète aussi beaucoup de voir comment les jeunes, les programmes qui sont mis, ou des fois, il y a des programmes qui sont mis, puis à un moment donné, ils sont abandonnés. Alors, ça aussi, des fois, on réussit à obtenir des choses, mais après un certain temps, on abandonne le programme. Ah ouais, ça, c'est le moyen d'acheter la paix. Hein? On donne, mais avec déjà probablement un plan d'avance de mettre fin ou simplement pas s'en soucier. J'imagine, là, on a besoin de ces politiques-là, de ce budget-là, tout ça, mais est-ce qu'il y a une partie aussi que je pense qu'il y a des citoyens qui devraient faire leur part des choses. Je donne comme exemple, ici dans les Basques, à Trois-Pistoles, on n'est pas à Montréal, c'est pas une grosse ville, c'est une petite communauté. Donc, moi, ma voisine, je la connais, j'y parle et je déneige son entrée avec grand plaisir. Elle m'offre un 20$, mais j'en veux pas, ça me fait plaisir, c'est une petite communauté. Donc, j'imagine aussi, en attendant d'avoir des meilleures politiques, un meilleur budget, puis vraiment de recevoir de l'aide de la stratosphère, encourager les gens aussi au niveau local à prendre soin de leurs aînés, que ce soit la famille proche, leurs voisins, leurs voisines. Ici, je trouve que c'est une belle chose que dans les Basques. Est-ce que vous voyez des avancées à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des messages pour ça? Est-ce que vous... Bien, à l'approche des élections municipales, on a rencontré on était capable de rencontrer plusieurs candidats qui étaient des candidats là, soit à la mairie ou à un poste là, au niveau du conseil municipal, et on leur disait à chaque fois l'importance de travailler dans l'esprit de l'intergénération. Tout à fait. Que les personnes, quand on pense à développer des résidences ou des nouveaux logements pour des personnes aînées, on n'allait pas les faire en dehors de la municipalité ou à l'extrémité de la municipalité, mais que les gens puissent
vivre dans un milieu intergénérationnel. Puis nous autres, on est convaincus que quand on fait des aménagements, des infrastructures pour les personnes vieillissantes, ça sert à toute la communauté aussi. Ça permet, par exemple, à une jeune famille d'utiliser les infrastructures qu'on a mises, par exemple, pour la mobilité, mais ça permet aussi à des jeunes familles de pouvoir amener avec eux une personne vieillissante de leur entourage au parc avec les enfants. Il y a certaines municipalités qui ont des beaux projets dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont voir le jour? J'ai pas de bout de cristal pour le savoir. L'autre élément qui est important, puis ça va dans l'esprit de ce que vous dites, c'est l'approche aidance. On aurait souhaité que le gouvernement fédéral fasse un pas vers ça, mettre des sommes pour soutenir les proches aidants, mais il n'y a rien d'annoncé, rien de... ce qui est là va rester là, mais on n'a pas d'augmentation de ce côté-là. Puis je pense que ça, c'en est une façon de permettre à nos gens de bien vieillir quand ils sont aidés par quelqu'un de leur entourage, comme vous faites avec votre voisine, ben ça en est ça de l'approche aidante. Et ce qui est souvent pas considéré par le gouvernement, puis ça on ne le comprend pas, c'est oui, il y a un vieillissement de la population, mais cette population-là qui vieillit est encore active, est encore partie prenante de la société. On a juste à penser au nombre d'heures incroyables de bénévolat que font les personnes aînées. Mais c'est pas inclus dans le GDP, hein, quand ils calculent l'économie c'est pas inclus dans le GDP, le bénévolat, absolument pas. Et pourtant, ça sauve beaucoup d'emplois. Ouais. On a juste à regarder aussi la consommation des personnes aînées. Les gens consomment des épiceries, etc., mais les gens vont dans les restaurants, vont dans les centres d'achat, vont dans les cinémas, vont voir des pièces de théâtre. Nos gens ont une participation sociale aussi. Une bonne majorité des gens font tourner l'économie. Et ça, c'est comme si on n'en tenait pas compte. Tout à fait. Et moi, au niveau personnel, là, j'ai un petit bébé de 14 mois. Sans la grand-mère, grand-maman Guilbeault pour nous aider avec le bébé, je veux dire, on serait dans la pouiche, là. Tu sais, c'est manque d'argent, mais ils ont le temps, donc il manque juste un petit peu d'argent, en fait. Juste pour revenir à votre communiqué de presse, vous parlez d'inégalité flagrante entre 65-74 ans et les 75 ans et plus. Pourriez-vous un petit peu décrire c'est quoi la séparation qu'il y a eu là? Oui, ben c'est le projet de loi C-319. Oui. À un moment donné, on a décidé puis après la pandémie, d'augmenter la prestation des personnes aînées en besoin. Alors, on a adopté une augmentation de 10% de la prestation pour la vieillesse, le PSV qu'on appelle la prestation de sécurité à la vieillesse, la pension de sécurité à la vieillesse. Et on l'a fait, mais pour les gens, dans un premier temps, on l'avait fait à partir de 80 ans. Puis là, ils ont baissé à 75. Mais nous, on dit des aînés, là, c'est à la retraite, c'est à partir de 65 ans. Et si on regarde notre population est est autour de 25% de la population qui a 65 ans et plus actuellement. Ça veut dire que les gens de 65 ans et plus ont des revenus qui ne croissent plus et les dépenses croissent. Alors nous, on dit, il n'y a pas deux sortes d'aînés dans la société. Exact. Il y a des aînés, puis des aînés, l'âge des aînés, c'est 65 ans, puis on aurait souhaité que cette injustice-là soit rétablie, mais il semble qu'il faut attendre 75 ans pour toucher ce petit 10%-là. Puis quand on pense à ce qui est des prestations gouvernementales, là on parle de la prestation gouvernementale du fédéral, mais il y a aussi celle celle du provincial. Et quand on regarde la prestation, là, la RRQ, c'est prévu pour remplacer à peu près 30% du revenu de la personne, là. Si on a beau dire qu'il est indexé au coût de la vie, mais on indexe quand même juste 30%. On n'indexe pas un revenu qui permettrait à la personne de bien vivre, là. Alors ça, pour nous, c'est important. On voulait que cet exercice financier-là de budget vienne corriger cette une injustice là, et c'est pas le cas. Mais personnellement, j'ai des tendances un petit peu méfiantes ou pessimistes dans le sens, est-ce que ça pourrait pas être conscient de leur part de séparer en deux groupes, de dire le plus petit groupe
auront une augmentation, on sauve beaucoup d'argent, alors qu'il est considéré comme un grand groupe aîné à partir de 65 ans. Mais là, on rajoute, comme vous dites, 25%. Là, les coûts, ils sont, je sais pas comment dire, à 75 ans, on est plus proche de la mort, tout ça. Il y en a moins, ils vont bientôt mourir, donc eux autres qui ont leur 10%, mais les autres, on n'en prend pas soin. C'est pas comment dire. Je ne sais pas quelle est la base de réflexion que le gouvernement avait, mais d'abord, à 75 ans, on n'est pas prêt de mourir. Là, non, tout à fait, surtout pas avec... J'ai 75 ans, alors je vais vous dire, je me sens pas là. Et c'est certain qu'il y a moins de personnes qui ont 90 puis 100 ans qu'il y a de personnes qui ont 65 à 74. Ouais. Il y a un plus grand volume de personnes là. Donc, c'est certain que ça vient faire une pression plus grande. Mais ces personnes-là, là, on paye des impôts encore quand on est des aînés sur nos revenus. Il y en a toujours une partie qui revient au gouvernement. Et ces personnes-là, même les personnes de 65 à 75, sont probablement les personnes qui font le plus rouler l'économie. Parce qu'ils sont encore actifs, ils vont dans les gyms, ils vont dans des stations de ski, ils vont dans les personnes plus jeunes, les personnes qui font plus rouler l'économie aussi dans les personnes vieillissantes. Alors, je ne la comprends pas, moi, la logique du gouvernement de pénaliser les personnes de 65 à 74 ans. Il y a un manque d'humanité là, et d'empathie claire. C'est des gens qui ont... c'est ça. Ils manquent d'empathie, ils ont la tête ailleurs, je sais pas trop, ils pensent trop à l'économie, la guerre à tel endroit ou Trump ou je sais pas. Donc, c'est ça. Vous, combien il manquerait d'argent par année pour satisfaire, encourager vos buts, vos objectifs, puis vraiment, on est content? Moi, je vais vous dire que j'ai pas le goût de chiffrer. Non. Ce que je voudrais, c'est des mesures. Des fois, il y a des mesures qui coûtent vraiment pas cher qu'on pourrait faire. Il y a quelqu'un qui me donnait un exemple la semaine passée dans sa municipalité. Le monsieur, il a 19 ans, là, quelque chose comme ça. Il m'a dit, moi, j'allais plus au centre d'achat parce que j'étais stationné trop loin. Puis ils ont fait une demande à leur municipalité. Puis la municipalité, ils ont dit, il y a 20 places qui sont réservées à des personnes de 80 ans et plus. Il dit là, je pourrais pas avoir de suite, mais au moins je sais que ça coûte rien ça d'avoir à une municipalité d'avoir des choses comme aller placer sur le long des trottoirs, d'abord que les trottoirs soient bien entretenus, mais d'aller ajouter des bancs souvent pour que la personne aînée qui prend une marche puisse s'asseoir puis repartir. C'est pas des mesures qui coûtent cher, mais c'est des mesures qui démontreraient que la municipalité ou le gouvernement ont à cœur de prendre soin de leurs personnes vieillissantes. Les personnes vieillissantes-là, ils ont quand même participé à l'élaboration du Québec qu'on a aujourd'hui. Là. Tout à fait. Il y a eu des bons coups, des moins bons coups, mais la société qu'on connaît aujourd'hui, avec qui est quand même bien, on y a contribué comme personne aînée, puis je pense que c'est juste le retour du balancier. Là. Ben, c'est absolument. Et je me demande à quel point on vit dans une société dont la mentalité, l'axiome de base, c'est la performance, la vitesse, les gains, toujours plus vite, tout le temps, performer tout le temps. Et ça, c'est en contradiction directe avec je vais m'asseoir, me reposer avant de traverser la rue. Puis souvent, j'imagine qu'il y a peut-être même une sensation de gêne ou de honte de dire je vois tout le monde courir, tout le monde va super vite, moi j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin de prendre mon temps. Et donc là, il y a une gêne, on n'ose pas sortir, on n'ose pas demander de l'aide pour traverser la rue, whatever. Donc comme vous dites, c'est des très petites adaptations. Une rampe placée au bon endroit fait vraiment la différence. Un ascenseur placé au bon endroit va faire toute la différence. Donc c'est vrai que le chiffré, je suis d'accord avec vous, le chiffré, c'est pas vraiment ça, c'est juste de montrer l'initiative et absolument d'y mettre le temps et l'attention, puis ça va vraiment aider. Fantastique. Quand je disais que c'est important, l'autonomie de la personne, ça passe beaucoup, j'ai dit par le logement, mais ça passe aussi beaucoup par les soins et services à domicile. Si on est capable, par exemple, en santé, une personne qui a besoin d'assistance, par exemple, pour des pansements ou d'assistance, alors, si on peut aller le faire chez elle,
cette personne-là demeure dans son logement, donc demeure en sécurité là où elle est, et ça va lui permettre d'y demeurer plus longtemps. Et on enlève un poids à la société parce que si cette personne-là ne peut plus rester chez elle, puis qu'elle se retrouve en CHSLD, ça va coûter beaucoup plus cher à l'État. Donc, plus tard, plus longtemps, on peut retarder le déplacement vers une institution comme un CHSLD, ben, plus l'État en profite aussi, là. Tout à fait. Donc, il faut faire des choix budgétaires qui vont permettre aux personnes de pouvoir continuer à vieillir chez elles. Et c'est ça que les personnes vieillissantes souhaitent. Ouais. Il y a personne qui a hâte de quitter sa maison dans laquelle elle vivait depuis plus de 40 ans ou 50 ans, là. Tout à fait. Moi, avant de travailler ici et avant d'être barman, en fait, j'ai travaillé pour le GIAID, qui est un organisme qui fait du ménage chez les gens, surtout les personnes âgées. Et comment dire, le GIAID n'avait pas un problème de demande. Beaucoup de gens faisaient application, mais un problème d'offre, manque d'employés. Est-ce qu'il serait possible d'augmenter l'offre avec soit des meilleurs salaires, un encouragement à ces organismes-là, juste dire venez travailler à aider les aînés, tu sais? Parce que il faudrait qu'on réussisse d'abord à mieux payer ces personnes-là, c'est vrai, à leur donner des conditions de travail qui soient plus justes. Il y a des personnes, je pense par exemple à des infirmières qui vont faire du soutien à domicile. Il y a beaucoup de paperasse à remplir. Là, il semblerait qu'on a réduit ça, mais il y a des personnes qui vivent, il y a des bonnes distances. Alors, les personnes qui vivent à l'extérieur de leur municipalité, des fois c'est loin les retrouver, mais il faudrait qu'il y ait les budgets pour le faire. C'est important. Mais oui, ça va prendre des bonnes conditions de travail pour ces gens-là. Et souvent, c'est laissé aux communautaires. Alors, des mesures plus structurées et structurantes aussi pour y arriver. Donc, pour résumer l'entrevue, ce qu'on a de besoin pour l'avenir, et vous ajouterez, je vais juste résumer ce que moi j'ai compris, un meilleur soutien intergénérationnel. Donc, les jeunes aident les grands aident les plus petits, tout le monde, soutien intergénérationnel, meilleures infrastructures pour permettre le déplacement, des communautés avec des beaux parcs où on peut se rendre à pied avec le bébé. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Bien, de toujours placer dans la réflexion d'un projet le volet vieillissement de la population. Ouais. Prendre en compte déjà, en partant, que notre population vieillit. Donc, quand on prend des mesures, de toujours placer ça dans la réflexion dès le début. Ça serait bien important. C'est la pierre de base, hein? C'est de là que va découler le reste des bonnes décisions. Si c'est au point de départ, on les a inclus dans l'équation. Et que les personnes âgées puissent participer à l'élaboration de ces projets-là. Ouais. Qu'on aille chercher, qu'on les consulte, les personnes. Il y a des beaux projets qui se sont développés. Puis moi, je pense par exemple aux maisons des aînés. Il y a des maisons des aînés, mais il aurait fallu qu'on tienne plus compte de ce que les gens voulaient. Est-ce que les gens voulaient vraiment du luxe? Non. Les gens voulaient un endroit où ils pourraient recevoir les services et tout ça. Alors, l'idée était bonne, mais si on avait plus pris en compte ce que les gens avaient besoin et ce que les gens souhaitaient, ben, ça n'aurait probablement pas coûté aussi cher que ça a coûté là, de construire des maisons des aînés. À 1 million la chambre, là, wow. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y aura beaucoup de travail à faire à ce niveau-là parce que comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment une société de performance, de vitesse, où on s'écoute de moins en moins les uns les autres, malgré les réseaux sociaux, malgré tout. Chacun s'exprime à sa manière et fonce. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est de revenir à son cœur, son empathie, à revenir aux bonnes valeurs et de prendre en compte les gens, en fait, qui nous ont amenés ici, puis qui sont encore là, puis qui méritent beaucoup plus d'attention et de soins. Je veux dire, on est probablement la première culture de toute l'histoire de l'humanité à complètement délaisser nos aînés, alors qu'ils sont porteurs de sagesse, d'expérience, de douceur, de tellement de belles qualités qu'on n'a plus qui se perdre. Donc, moi, j'encourage beaucoup vos efforts. La dignité, c'est la moindre des choses. Donc, la coalition pour la dignité des aînés, la dignité, c'est le minimum. Donc, vraiment, je soutiens vos efforts. Pour finir, est-ce que vous aimeriez envoyer un message à notre audience
comment vous encourager, comment vous soutenir, comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre mission ou dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut participer? Ben, de continuer à être partie prenante de la société, s'impliquer, revendiquer. Et si j'avais le goût de vous laisser un message en quittant, c'est que si de votre génération, il y avait plus de personnes qui ont des valeurs comme les vôtres, ben, je pense que les personnes vieillissantes, on serait en bonne main. Alors, je souhaite qu'il y en ait plusieurs dans votre entourage qui vous entendent et qui, comme vous, aient une considération puis une image positive des aînés. Parce que souvent, quand on voit des aînés, on les prend du côté de « ils sont en besoin, ils sont malades, ils ont besoin d'aide, ça coûte cher des aînés ». Moi, je dis investir dans ces aînés, ça coûte pas cher parce que les aînés peuvent encore être utiles à la société. Exact, tout à fait. Je pense que une des sources de ma grande amitié et empathie pour les aînés, c'est de me rappeler, c'est ce que je suggère à mes amis, que moi, un jour, je serai là. C'est le destin pour tous. Alors, je pourrais bien les regarder de haut puis dire « Ah, moi, je vais aller faire mon job. » Non, un jour, ça sera moi. Et rendu là, j'aimerais ça avoir l'empathie, le soutien, le soin, l'amour que je mérite tout simplement. Là. Donc, c'est vraiment... Vous avez compris que c'est aujourd'hui qu'il faut construire votre avenir. Exactement. Amen. Amen. J'adore ça. Effectivement. Merci pour votre temps, Madame Germain. C'est vraiment apprécié. Je vous souhaite bonne continuation dans votre travail. Puis, en espérant que le gouvernement Carney améliore sa façon de faire et, comme vous avez dit, place la considération des aînés au début de l'équation, comme pour que ça découle mieux. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci à vous aussi. Canard Illimité, le plus grand organisme de conservation des terres au Canada, lance une grosse opération pour redonner vie à nos milieux humides partout au Québec. Avec près de 4 millions de dollars en soutien, l'objectif est clair, mobiliser tout le monde, des scientifiques aux citoyens et citoyennes pour réparer, protéger et respecter ces écosystèmes essentiels. Maxime en discute avec Frédéric Bray-Chaput, chargé de projet. Voici. Mon nom est Maxime, je suis journaliste à la télé communautaire et est-ce que vous pouvez juste vous présenter un bref instant? Oui, je m'appelle Frédéric Bray-Chaput. Je suis chargée de projet en mobilisation et transfert de connaissances chez Canard Illimité Canada. Je travaille principalement sur le projet Mobilisation pour la restauration des milieux humides au Québec, une initiative qu'on a lancée officiellement aujourd'hui. Ah c'est excellent. Alors, je vais y aller tout de suite avec ma première question. Pouvez-vous nous présenter brièvement justement la mobilisation pour la restauration des milieux humides au Québec? Avec plaisir. C'est une grande mobilisation collective qu'on a lancée aujourd'hui. C'est un projet qui se veut rassembleur, une initiative très porteuse pour accélérer la restauration et la création de milieux humides au Québec. Parce que malgré les intentions gouvernementales, malgré les objectifs qu'on s'est donnés au Québec pour protéger, conserver nos milieux humides, on sait que la destruction de certains d'entre eux ou la dégradation est quand même plus rapide que leur restauration. Et donc, notre projet s'inscrit dans cette volonté d'inverser la tendance, de renverser la vapeur et de faire en sorte qu'on conserve nos milieux humides, qu'on restaure ceux qui ont été dégradés ou encore qu'on en crée de nouveaux parce que c'est tout à fait possible de le faire. Mais ça ne se fait pas toute seule. La restauration, la création de milieux humides, c'est assez complexe. Ça demande la collaboration de beaucoup de partenaires, de différents acteurs du milieu. Donc, cette grande initiative-là vient justement regrouper ces acteurs-là qui sont à la fois les citoyennes et les citoyens, les professionnels du milieu, les institutions publiques, les organismes en environnement qui sont impliqués au Québec. Donc, l'initiative Mobilisation vise vraiment à les rassembler pour qu'ensemble, on puisse prendre soin de nos milieux humides qui sont des écosystèmes très essentiels, qui jouent des fonctions et des rôles, comme je le disais, essentiels pour nos communautés. Ah, d'accord, mais à travers tout ça, c'est quoi le rôle de Canard Illimité Canada dans cette mobilisation? Canard Illimité Canada a eu l'idée de ce projet-là à la suite d'un des rapports de la vérificatrice générale. Donc, Canard a comme développé le projet et le pilote.
Bien entendu, le projet est financé par le gouvernement du Québec. On a reçu une aide financière de presque 3,9 millions de dollars en provenance du Fonds bleu, ce qui est quand même non négligeable. Et en parallèle, on s'est aussi entouré d'autres organisations pour profiter de leurs propres compétences, de leur propre réseau. Donc, on travaille avec Québec Oiseau et avec l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec. Et on s'est aussi entouré du projet RARE, qui est un projet de recherche à l'Université Laval, justement en restauration des milieux humides. Excellent. Mais vous avez mentionné qu'il y avait un financement de 3,9 millions. À quoi serait ce budget particulièrement? Le budget sert vraiment à la mise en œuvre du projet, là. Donc, c'est l'équipe, c'est aussi l'aide financière et le temps, le programme en fait de financement et d'accompagnement personnalisé qu'on va offrir à 20 organisations. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est vraiment la mise en œuvre du projet et l'accompagnement, le soutien financier qu'on va offrir aux organisations. Ah, d'accord. Et pouvez-vous me donner un exemple concret d'un projet de restauration ou de création de milieux humides qui va avoir lieu? Oui, là, on est en train d'en accompagner 3, justement, dans une phase, une optique un peu plus projet pilote, si on veut, pour tester notre propre programme, ce qui fonctionne moins bien, l'ajuster et ensuite ouvrir à plusieurs organisations. Donc, en ce moment, on va accompagner, par exemple, un conseil régional qui a un projet de restauration de milieux humides. Donc, ça peut être très, très varié. La restauration, il y a différentes façons de la faire. Il y a plusieurs techniques de restauration, de création de milieux humides. Donc, selon le territoire, selon les réalités géographiques, topographiques d'un terrain, par exemple, le projet de restauration, de création de milieux humides là, peut être très varié. D'accord. Excusez, pardon, c'est la parenthèse, c'est pas la réponse la plus complète. Là. Malheureusement, moi, c'est pas mon domaine. Fait que j'ai de la misère là, à vous donner une idée très précise de concrètement les projets qu'on accompagne en ce moment. Mais c'est ça, là, de manière générale, c'est que c'est très adapté aux enjeux locaux du terrain qui est visé. Donc, c'est assez technique, là, puis pour moi, c'est un peu difficile d'aller dans ces détails très techniques-là. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est des municipalités et des organismes au Bas-Saint-Laurent, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prévues sur le terrain? En fait, c'est aux organismes locaux, régionaux de soumettre une ou des idées de projets à notre programme d'accompagnement et de financement. Donc, par exemple, les conseils régionaux de l'environnement, les organismes de bassin versant, les OBNL sont des organismes admissibles au programme. Nous, on ne va pas aller les solliciter directement. On a un appel à projet qui va être en cours du 17 novembre 2025 au 30 janvier 2026. Donc, c'est vraiment aux organisations locales et régionales de nous soumettre une idée de projet pendant l'ouverture de cet appel à projet-là. Et ensuite, nous, on analyse évidemment les demandes, on sélectionne les projets les plus pertinents, puis on va de l'avant avec les organisations. Donc, on invite bien sûr les organisations du Bas-Saint-Laurent à soumettre si elles ont une idée ou un projet de restauration, de création de milieux humides dans leur région. D'accord. Donc, quelle serait la première étape pour un citoyen d'une municipalité qui veut s'impliquer dans votre projet? Il y a différentes façons pour les citoyennes et les citoyens qui ont aussi un rôle à jouer. Ça pourrait être de participer, de joindre plutôt le réseau ambassadeur. Le réseau ambassadeur, c'est un groupe qu'on a mis en place, qu'on met sur pied et qui regroupe justement des citoyennes, des citoyens qui veulent participer à la revalorisation, si on veut, des milieux humides. Donc, ces personnes-là qui vont joindre le réseau ambassadeur sont appelées à organiser, animer des activités de sensibilisation, bien sûr avec l'accompagnement, le soutien de Canards Illimité Canada. On laisse pas les personnes sans ressources. Ils ont une petite formation à faire, puis ensuite on les aide dans l'organisation de leur activité.
Mais le but, c'est vraiment que ces personnes deviennent des piliers locaux qui vont aller à la défense des milieux humides, qui vont les représenter dans un certain sens, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de parler de leur importance, de leur rôle, de leurs fonctions écologiques pour sensibiliser leur communauté à l'importance des milieux humides. Si on n'a pas envie de devenir ambassadeur, que c'est un engagement qui est un peu trop gros pour nous, on peut aussi tout simplement participer aux activités que les personnes ambassadrices vont organiser. Donc, s'il y en a une dans notre région, mais on peut aussi se déplacer dans d'autres régions. Donc, tout simplement, comme je disais, de participer à ces activités-là, c'est déjà un pas dans la bonne direction pour se sensibiliser soi-même, prendre conscience de ce que les milieux humides nous apportent à nos communautés. Donc, pour les citoyens, c'est vraiment la principale activité. Pour les municipalités, les municipalités sont elles aussi admissibles au programme d'accompagnement et de financement. Donc, une municipalité qui aurait un projet qui souhaiterait restaurer un milieu humide sur son territoire pourrait soumettre, comme je le disais tout à l'heure, dans l'appel à projet qui est en vigueur de la mi-novembre à la fin janvier 2026. D'accord. Et quelles seraient les prochaines échéances importantes dans le développement de votre projet? Pour le programme d'accompagnement et de financement, je l'ai répété déjà quelques fois, mais c'est vraiment l'appel à projet qui va commencer le 17 novembre 2025 et se terminer le 30 janvier 2026. Donc, pour les organisations qui seraient intéressées à soumettre, c'est vraiment les dates importantes à retenir. Pour les citoyennes et les citoyens, il n'y a pas encore de visite annoncée, pas dans le Bas-Saint-Laurent en tout cas. Mais on est ouvert à, bien sûr, travailler avec des gens du Bas-Saint-Laurent. On serait super content d'avoir des ambassadrices, des ambassadeurs qui souhaitent s'impliquer et organiser des activités dans votre région. Ça, c'est ouvert en continu. Il n'y a pas de date limite. On invite les gens à visiter notre site web mobilisation-canard avec un S, donc canard au pluriel.ca. Toute l'information sur le réseau ambassadeur, comment devenir ambassadeur, ce que ça apporte, ce que ça implique. Tout est listé sur le site web. Puis, éventuellement, quand il y aura des activités, elles vont aussi être sur le site web. On va pouvoir s'inscrire à partir du site. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de date limite ou de date fixe pour le moment. On invite tout simplement les gens à se renseigner, à se sensibiliser, puis à nous contacter s'ils ont des questions de toute nature. Parfait. Et pour encourager les citoyens à participer, aurez-vous un message à leur transmettre pour qu'ils s'impliquent activement dans le projet? Bien, pour les citoyennes et les citoyens, c'est qu'il faut comprendre pour les citoyennes et les citoyens que la restauration, la création des milieux humides, c'est une responsabilité partagée. On s'entend que c'est pas quelqu'un qui va restaurer ou créer un milieu humide dans sa cour. Souvent, c'est quand même des travaux d'envergure, c'est très technique, ça demande des conditions spécifiques. On ne s'attend pas à ce que monsieur, madame, tout le monde se mettent à faire ça sur leur terrain. En tant que citoyenne et citoyen, le rôle qu'on peut jouer, c'est vraiment d'aller apprendre sur les milieux humides, d'être curieux pour devenir des défenseurs. On voit dans de nombreux contextes des milieux humides qui sont dégradés ou qui sont détruits pour toutes sortes de raisons. On ne juge pas de la légitimité de ces raisons-là, mais toujours est-il que la destruction des milieux humides a des conséquences. Et que le but, nous, de ce projet-là, c'est de renverser la vapeur. Donc, tout simplement, en s'informant, déjà, c'est un pas dans la bonne direction. C'est déjà un geste très important que les citoyennes et les citoyens peuvent faire, qui est à leur portée, pour, comme je disais, passer le message, en fait, sur l'importance des milieux humides. On a une de nos ambassadrices, Geneviève, qui rappelle, en fait, puis je trouve ce message-là super important, que la nature n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être précieuse, pour être essentielle. Puis ça, on le voit beaucoup avec les milieux humides qui ont parfois mauvaise presse. Il y a beaucoup, des fois, de stéréotypes
associés au milieu humide. Bon, on peut penser aux insectes, on peut penser aux fameuses swamps. Des fois, les gens ont l'impression que ça sert à rien, que c'est pas beau, que ça pue. Mais malgré tout ça, c'est des écosystèmes essentiels, super importants, qu'il faut conserver, il faut éviter de les détruire le plus possible. Mais s'ils ont déjà été dégradés, l'idée, c'est de les restaurer, puis de les revaloriser pour qu'on leur redonne leur lettre de noblesse, puis que les gens apprennent à les apprécier et à les valoriser. Donc, augmenter le taux de conscientisation par rapport à l'enjeu serait l'action citoyenne la plus pertinente à ce niveau. Oui, tout à fait. De se conscientiser, de se sensibiliser, de s'informer, c'est vraiment un geste à la portée des citoyennes, des citoyens. Parce que même si on ne rejoint pas le réseau ambassadeur de manière officielle, en s'informant, en se conscientisant et en se sensibilisant, on devient un peu ambassadeur quand même. On est capable de parler de l'importance des milieux humides à notre entourage et de contrecarrer certains de ces stéréotypes-là en rappelant que les milieux humides sont des écosystèmes essentiels dont nos communautés tirent beaucoup d'avantages. D'accord. Et pour finir sur une note plus légère, on se demandait d'où vient le nom Canard illimité? Canard illimité Canada, c'est un organisme qui a 80-85 ans, donc très vieux, et qui est né qui a été fondé par des chasseurs qui s'inquiétaient, qui a été fondé par des chasseurs qui s'inquiétaient de la dégradation de leur terrain de chasse, si on veut, donc des écosystèmes qui accueillaient notamment la sauvagine. Donc, ils ont créé cette organisation-là pour assurer le maintien de ces écosystèmes-là, qui sont aussi leur terrain de jeu. Donc, je crois que Canard illimité est peut-être né de ce contexte-là. Mais je ne suis pas historienne de notre organisation. Mais ceci dit, comme je le disais, ça a été fondé par des chasseurs qui allaient à la chasse à la sauvagine puis qui se sont inquiétés de la dégradation des milieux où la sauvagine s'installait. Excellent, on a démystifié quelque chose et donc je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Merci de m'avoir accordé votre temps et je vous souhaite bon succès parce que c'est vrai qu'on a besoin de ces milieux humides-là pour assurer l'avenir de notre écosystème. Et je vous remercie et j'espère voir vos actions se développer partout au Québec. Merci beaucoup, merci de votre intérêt. On est content de faire rayonner le message dans toutes les régions du Québec. Merci beaucoup et passez une belle journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. On se revoit la semaine prochaine. C'était Wilson Henley pour l'Infojournal TCBH.